En Côte d'Ivoire, International Crisis Group conseille un report de la présidentielle. Ce sera notre premier sujet avec l'invité. Nous allons parler ensuite du Mali et de la CEDEAO, évoquer la question de la vice-présidence de la transition à Malin et Demi, peut-on dire. Et puis les États-Unis, le premier débat entre les deux candidats démocrates et républicains. On voit tout cela avec Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Nyomi. L'Organisation de prévention des conflits international Crisis Group préconise un report de la présidentielle en Côte d'Ivoire. La présidentielle dans ce pays est prévue le 31 octobre. Ce report, International Crisis Group le préconise pour établir un large dialogue et éviter des violences. Dans un rapport, c'était dans un rapport publié mardi, Maître Sosa. On le voit au niveau international, en tout cas, les signaux semblent au rouge. Tout le monde demande qu'il y ait un report, qu'il y ait un arrêt, qu'il y ait consensus. Mais à l'interne, la classe politique au pouvoir se montre très sereine. Inflexible, mais pas sereine. Parce que, en fait, je crois que c'est le genre de situation dans lequel, justement, des hommes politiques devraient démontrer leur grandeur d'âme et faire preuve de hauteur, c'est-à-dire être à la hauteur de l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est précisément sauver la nation, qui est actuellement à la dérive. Parce que la Côte d'Ivoire est de plus en plus clivée. On pensait que 2020 allait être l'épilogue d'une longue crise qui dure depuis le décès de Houphouët-Boigny. Ça fait maintenant 27 ans que ce pays est tiré à U et à Dia. Finalement, il est devenu l'otage de plusieurs égos, en réalité. Et on se rend des petits coups, on veut faire des règlements de compte, et en fait, il y a de la part des grands ténors de la politique aujourd'hui, que sont Alassane Ouattara, Konan Bédié et même Laurent Gbagbo dans une certaine mesure, une forte appétence pour le pouvoir, c'est-à-dire tout faire pour avoir le pouvoir. On ne pense plus du tout, on n'a pas l'impression en tout cas qu'ils pensent à ce pays, à sa population et au destin national qu'il faut construire ou en tout cas rebâtir. Parce que à un moment donné, il a été complètement abîmé par, disons, à chaque fois les vicissitudes de la vie politique un peu chaotique. Parce que le départ de Konan Bédié n'a pas été paisible, pacifique. Ensuite est arrivé Gay, qui est parti après des élections qui se sont passées aussi dans le sang. Parce que je me souviendrai toujours de cette caricature qui était dans le journal Fraternité Matin, où on voyait Laurent Gbagbo prêter serment sur un tas de squelettes. Parce qu'il y a eu des morts avant qu'il ne vienne au pouvoir. Il y a eu des morts. Et puis, on dirait, le mauvais sort a accompagné tout son pouvoir. Il a trouvé une tentative de coup d'État, une rébellion. Il n'a pas pu régner comme il faut. Et finalement, il est parti dans les conditions que l'on sait. Et Alassane Ouattara est venu faire le job d'une manière, on va dire, j'allais dire à la façon d'un pompier qui était pyromane, mais qui, par la force des choses, s'est imposé. Et on avait espéré que, enfin, grâce à lui, le pays retrouve un peu de sérénité. Et voilà que, à cause de lui, le pays risque de replonger encore dans quelque chose dont on ne mesure pas encore l'ampleur. Et tout est à craindre que ça ne débouche encore sur
des débordements sanglants. Et c'est ça qui est regrettable et douloureux. Mais quand vous avez un chef de l'État, Alassane Ouattara, et son entourage, qui semble donner des gages de maîtrise de la situation, est-ce que ce n'est pas plutôt rassurant? Ils maîtrisent laquelle des situations? Ils maîtrisent leur agenda, oui. Eux, ils ont décidé qu'ils vont y aller coûte que coûte, advienne que pourra. Il y a 44 candidats, on n'en a retenu que 4 sur 44. Ça aussi, ça pose question. Finalement, sur quel terreau on va fonder l'unité nationale, qui est depuis très longtemps complètement en perdition. Et on nous dit, on nous rassure que les élections auront lieu quand même, mais on élit qui? On élit qui? Alassane Ouattara ou le chef de l'État, président de tous les Ivoiriens? C'est là la question. Parce que celui qui sera élu dans ces conditions aura à gérer un grand déficit de légitimité. Il y aura un discrédit sur son mandat. Et ça ne risque pas d'arranger les choses. Parce qu'il y a trop de mécontentement. Et le report qui est demandé, il pourrait être une bonne occasion de réfléchir à comment on va pouvoir reconstruire le vivre ensemble. Et que Alassane Ouattara ne soit pas président de Côte d'Ivoire, je ne pense pas que ça sera en soi une catastrophe. Ce pays regorge de talents multiples qui semblent complètement mis sous le boisseau et pris en otage par l'ego d'un seul homme. Si ce n'est pas moi ou celui que j'ai désigné, alors personne n'est capable. C'est là tout le problème que nous avons. Et la Côte d'Ivoire est un pays majeur pour cette sous-région. Et on ne peut pas rester indifférent au sort des Ivoiriens dans quelques circonstances que ce soit, avant les élections, qui sont déjà enceinte d'une crise à venir. On la voit venir. Voyez? Donc, pourquoi ne pas anticiper? Et la CEDEAO, pour l'instant, elle est aux abonnés absents. Elle ne dit rien. Ça ne semble pas la préoccuper. Elle est obsédée par les bidasses et les galons au Mali. Mais ici, non, elle est complètement apathique. Elle ne dit rien. Alors, la demande de report, en tout cas ce que demande l'International Crisis Group, qu'on puisse reporter la présidentielle, est-ce que vous ne pensez pas finalement que les sujets de dissension sont trop importants pour un report jusqu'à quand finalement, pour régler toutes les questions difficiles qu'il y a? Vous savez, on mettra, à mon avis, beaucoup plus de temps à réparer les méfaits qui vont être engendrés par la précipitation et l'entêtement à faire ces élections que les inconvénients qu'il y aura à retarder un peu pour bien organiser. Parce qu'au niveau même des dispositifs juridiques et légaux, il y a beaucoup de choses à discuter. Ces élections ne se passent pas sous les meilleurs auspices possibles. En tout cas, pas de la paix. Il faut être lucide et dire cela sans offenser personne. Non, ce qui se passe est grave. Et forcer ces élections, y aller au forceps, parce que c'est la volonté d'un homme et de ses sicaires, est quelque chose de très regrettable. On est désolé de constater que la Côte d'Ivoire aussi est maintenant victime du virus du troisième mandat. Et comme disaient les Ivoiriens avec l'humour qui les caractérise, voilà quelqu'un qui nous dit: j'ai bu 2 bières à Yopougon, quand je vais à Marcory et que je bois une troisième, les 2 premières ne comptent pas. Mais elles vont compter dans votre alcoolémie, forcément. Elles vont compter, mais dire que ça compte pas. C'est nouveau quartier, c'est nouveau droit à reboire, je sais pas combien. Mais non, vous voyez que ça défie même le bon sens, ça défie l'entendement, ça défie l'intelligence ordinaire. Qu'on nous fasse croire ça, ou au forceps, on nous fasse avaler ça.
disant non, ça compte pas. C'est un nouveau mandat dans la Troisième République. Ou, je sais pas. Sincèrement, non. On pensait à autre chose pour la Côte d'Ivoire et puis finalement, depuis mars, en mars, c'était formidable. Alassane Ouattara était un grand homme d'État qui a donné des gages, qui a donné l'impression qu'il allait respecter l'avenir et aussi l'histoire de son pays. Et puis, Gon est décédé le 8 juillet et patatras, c'est fini. On a l'impression que la mort de Gon est devenue finalement une malédiction sur le pays. Vous voyez ce que je veux dire? Forcément, il était un de ses collaborateurs parmi les plus loyaux. Mais ça n'en fait pas le meilleur de tous les Ivoiriens. Vous comprenez? Et même dans son rang, il y a énormément de gens au talent équivalent de Gon qui ont le zèle à peu près identique et qui ont un pédigré et des faire-valoir politiques, un palmarès qui devrait leur valoir un satisfecit de la part du patron. Mais il dit non, si c'est pas Gon, alors c'est moi. Et du coup, ce moi-là pose problème. C'est pour ça que je dis que finalement, c'est devenu dramatiquement un problème d'ego plus qu'un problème politique. C'est un problème de personne. Alors, à Dieu ne plaise, il faut souhaiter ça à personne. Mais dites-moi, parce que nous sommes tous mortels, si demain matin, Alassane Ouattara ne se réveille pas de son lit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Vous voyez? C'est toute la question. On évolue maintenant avec le Mali et la CEDEAO. La communauté économique des États de la CEDEAO attend désormais la charte de la transition au niveau du Mali et surtout une définition très claire du rôle du vice-président de la transition, le vice-président qui est incarné par le colonel Assimi Goïta pour la CEDEAO. Eh bien, il n'est pas question que celui-ci puisse remplacer le président de la transition en cas d'empêchement ou de vacances. Il ne doit s'occuper que des affaires de défense et de sécurité. Finalement, c'est comme si la junte semblait avoir pris la CEDEAO de court, mais la CEDEAO lui montre que dans l'espace communautaire, je fais loi, finalement. Elle fait loi où? Elle ne fait loi nulle part. Mais dans le cas du Mali, elle impose sa règle. Vous voyez, c'est parce que cette junte s'est laissée doubler et s'est laissée impressionner, en fait. Parce que, écoutez, la CEDEAO ne viendra pas constituer le gouvernement du Mali, hein. Elle ne le fera pas. Oui. Elle ne l'a fait nulle part. Elle ne le fera pas. D'accord? Alors, actuellement, les Maliens sont aux prises avec une crise sécuritaire grave où 3/4 du pays est entre les mains de djihadistes. La CEDEAO va régler ça? Est-ce qu'elle va le régler? Non, elle ne pourra pas le régler. Elle a démontré qu'elle ne pouvait pas le faire. Alors, c'est à eux, Maliens, de trouver leur solution. Alors, à chaque fois, on a l'impression que, bon, mais dès qu'ils font quelque chose, c'est d'abord pour plaire à la CEDEAO. Mais non, quand on décide, vous savez quoi, le pouvoir, ça se prend et ça s'assume. Ils sont allés très loin en prenant le pouvoir de cette manière-là. Et ils ont eu l'assentiment de la population malienne. Alors, ils devraient assumer ça jusqu'au bout. Les sanctions de la CEDEAO, ils pourraient dire, bon, mais écoutez, allons-y. On ne mourra pas tous. Mais on vous démontrera que nous avons un agenda politique qui est sain et nous allons nous y tenir jusqu'à la réussite. Et là, c'est la CEDEAO qui va se retrouver complètement discréditée. Parce que je ne comprends pas le problème. Je ne comprends pas cette espèce de dogmatisme borné qui préside à ces discussions. C'est la personne de Assimi Goïta qui est le problème. Donc, en fait, les pouvoirs qu'il peut avoir... Mais, on a beaucoup de situations où les pouvoirs véritables ne sont pas écrits. Le fait d'avoir dit, voilà, nous avons donc un organigramme de l'exécutif et voilà les pouvoirs qu'on se répartit, est devenu maintenant un problème. C'est-à-dire que désormais, pourquoi la CEDEAO n'écrit pas la constitution malienne aussi pendant qu'elle y est? Pourquoi elle ne le fait pas? Au moins les choses seraient claires. Mais la constitution que les Maliens vont écrire, ils l'écriront eux-mêmes, avec Goïta ou pas. Et donc, on a nommé un président. Ils disent non, que c'est un militaire en demi-teinte. D'accord, mais ils ont fini par l'accepter.
On a nommé un Premier ministre dont tout le monde est d'accord sur le parcours et les qualifications. Bon, ok. Maintenant, on nous dit, non, c'est le vice-président qui pose problème parce qu'il pourrait prendre trop de pouvoir. Mais, et s'il prenait trop de pouvoir? Après tout, ce sont eux qui ont pris le pouvoir. C'est Assimi Goïta qui est à la tête de la junte qui a pris le pouvoir. Alors, on est en train de dire... Alors, finalement, écoutez... Mais cette prise de pouvoir, elle n'est pas acceptée. Il n'est pas question pour la CEDEAO de l'avaliser. Mais attendez, eux-mêmes, là, tous ceux qui parlent, ils sont tenus par des militaires. On est d'accord là-dessus? Qui jouent leur rôle régalien. Qui jouent leur rôle régalien parce que les circonstances et le climat politique dans leurs pays respectifs le permet. Mais quand ça va devenir autre chose, ils vont sortir de leur rôle régalien. Et ils vont, à ce moment-là, avoir des prétentions prétoriennes. C'est ça ce qui va se passer. Donc, c'est le même équilibre partout. On le sait. Mais c'est ce que cherche à éviter la CEDEAO, que des hommes en armes tout le temps. Attendez, elle me donne l'impression de se cacher, de vouloir cacher le soleil avec ses doigts, la CEDEAO. Tout le monde sait, eux tous sont tenus par leur armée. Ils ne sont là que parce qu'ils ont des armées qui les tiennent. C'est tout. Il y en a beaucoup qui sont très impopulaires. Allez en Guinée aujourd'hui. Allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils sont impopulaires, mais c'est leur armée qui les tient. Alors maintenant, ils vont nous dire que un militaire dans un dispositif entouré de civils, mais ce sont les Maliens qui vont se réunir, qui vont réunir les meilleurs cerveaux pour faire les réformes institutionnelles et constitutionnelles qu'il faut pour définir les nouvelles bases d'une nouvelle ère et d'une autre façon de gouverner le Mali. Alors, la CEDEAO n'y sera pas. Mais maintenant, c'est elle qui dicte le nom de qui doit être à telle place, etc. Mais attendez, à leur place, je dirais chiche. Mais la CEDEAO a une chicotte qui, pour le moment, fait mal. C'est-à-dire, oui, mais alors, c'est ça. Il y a la CEDEAO des présidents et la CEDEAO des peuples. Là, en ce moment, c'est ça. C'est les deux qui sont opposés. Parce que le peuple malien ne comprend pas ce que dit la CEDEAO. Il n'y a que quelques intellectuels ou quelques politiciens qui sont encore en train de pousser à la roue pour que la CEDEAO intervienne dedans. Mais quand on les regarde, quand vous faites le palmarès, la plupart d'entre eux, aux dernières élections, ils représentaient 1%, 0,7%, etc. Ce sont ceux-là qui sont en train de faire les gros bras. Mais en réalité, le peuple malien, le malien de la rue, il a déjà consommé le fait que IBK, c'est fini. La CEDEAO pourra tout faire, elle ne pourra pas ramener IBK. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est en train de vouloir empêcher, mettre les bâtons dans les roues? Et à force de jouer ce jeu-là, la situation va s'empirer, les djihadistes vont prendre le pouvoir, et la CEDEAO ne pourra pas à ce moment-là parler aux djihadistes. Mais ce que la CEDEAO attend très clairement, par exemple, de la part de la junte, d'abord même, c'est la dissolution du Conseil national du salut du peuple, très clairement, et secondo, que le vice-président ne soit pas plutôt un véritable président caché. Vous savez quoi? À ce jeu-là, c'est un jeu de dupes. On peut très bien faire la chose suivante. Ça s'appelle les dribbles à la Messi. On va dire, ok, d'accord, nous retournons dans les casernes. Et vous allez voir ce qui va se passer. Mettez le civil que vous voulez, allez le laver, mettez-lui boubou blanc et chéchia blanc, tout ce que vous voulez. Vous allez voir ce qui va se passer. Depuis les casernes, c'est nous quand même qui tirons les ficelles. Alors, Goïta peut très bien être plus redoutable encore en étant retourné dans les casernes. Ça, on a l'impression de ne pas l'entendre ou de ne pas le savoir. Je ne comprends pas. Ces gens qui sont des hommes politiques madrés, qui connaissent les rouages du fonctionnement de l'État, rompus aux arcanes du commandement, sont en train de se comporter comme, je sais pas, des gamins en cours de récréation ou pour savoir qui on va élire comme délégué de classe ou entre le major et le plus gueulard. C'est ça, c'est ce à quoi ça ressemble. Je ne comprends absolument pas cela. On sait que ça ne marche pas. Écoutez, la CEDEAO peut édicter toutes les lois. On l'a écrit noir sur blanc. Tant qu'il y aura des situations absurdes comme ça, où on aura des pouvoirs conchis par le peuple, qu'on va imposer coûte que coûte parce que la CEDEAO le veut, ils auront des coups d'État.
Mais ça, ils peuvent pas y y a s'en aussi sortir. quelque chose qui est très constant, c'est que le Mali a souverainement accepté partager sa destinée dans l'espace communautaire. Et donc, il ne peut que se soumettre aux règles édictées par cet espace. Sinon, il en sort simplement. Ils ont encore cette option. Ils ont encore cette option. Parce que je ne comprends Sauf pas. que Quand il s'agit... inenvisageable. Comment c'est inenvisageable? Ils sont tout le temps en train de dire, oui, c'est la souveraineté. Enfin, chaque pays est souverain. Et ici, c'est à géométrie variable. Les Maliens ne sont pas souverains parce que c'est un militaire qui est vice-président. Et c'est tout le problème. Est-ce qu'un pouvoir putschiste peut réclamer une souveraineté quelconque pour son pays? Mais allez poser la question aux Maliens de la rue et vous verrez où se trouve la souveraineté. Mais c'est ça le problème. Ce monsieur n'est pas venu braquer le pouvoir. Non, le pouvoir était dans la rue, il l'a ramassé pour que le vent ne l'emporte pas. C'est ça ce qui s'est passé. C'est ça ce qui s'est passé. Il faut appeler les choses par leur nom. Attendez, je ne suis pas l'avocat d'un coup d'État ou de mode inconstitutionnel d'accession au pouvoir. Pas du tout. Mais je dis, là, dans ce cas précis, ce qui s'est passé, il faut le regarder avec beaucoup de lucidité. Ils sont pas sortis des casernes comme ça pour venir enlever un président qui n'avait rien fait à personne et qui travaillait très bien. Il y avait une crise que la CEDEAO n'arrivait déjà pas à juguler. Elle a proposé des solutions qui n'ont pas été acceptées par une classe politique qui elle-même est aux abois de tous les côtés. Les militaires sont venus, ont sauvé la situation quasiment, applaudi par la population, et maintenant on dit non, ils n'ont pas le droit d'exercer parce que c'est comme ça. Ben, non, ils n'ont qu'à être un peu plus concrets et pragmatiques. Là, ils sont en train vraiment de pourrir la situation sur le terrain, parce que ils viendront pas faire le prochain gouvernement, ni décider qu'ils vont être les membres du Parlement de transition. Ils vont pas le faire. Alors, on va dire que les militaires n'en seront pas parce qu'ils sont militaires. Eux n'ont pas de cerveau pour réfléchir à ce que leur pays va devenir. Ils ont des défis mais considérables à relever. Mais qui va leur donner les moyens? Pendant ce temps-là, les djihadistes prennent le pouvoir là où ils sont et on est en train de discuter de quoi? Du pédigré du vice-président. Vous voyez pas que c'est ridicule? Dernier sujet, les États-Unis. Nous parlons donc de ce premier face-à-face entre Trump et Biden. C'était hier nuit. Le candidat républicain, président sortant, et démocrate, Joe Biden, ont livré leur premier débat. C'était tout sauf un débat politique. C'était plus un pugilat verbal. C'est l'une des choses les plus consternantes qui m'a été donnée de voir en politique. Je n'ai jamais imaginé que cela pouvait être possible. Les États-Unis qui ont beaucoup à nous apprendre sur le fonctionnement des institutions, qui ont toujours choisi avec beaucoup de précautions les hommes politiques qu'ils portent à la tête de leur pays, à travers des primaires. Même dans les débats primaires, on se respecte quand même, quel que soit ce qu'on pense les uns des autres, parce que chacun pense qu'il est meilleur que l'autre, c'est pour ça qu'il y a débat. Et pour les départager, on demande aux gens, après une prestation, de les départager. Et ici, vous voyez, c'était pathétique. Mais c'était pathétique pour une bonne raison. Je le dis tout de suite, comme ça au moins il n'y a pas d'ambiguïté sur mes propos. Je crois que Joe Biden n'avait pas le choix. Voyez, on dit, quand tu te bagarres avec un porc et qu'il rentre dans la boue, n'y va pas avec lui, parce que si tu y vas, lui sera heureux, parce que c'est dans son biotope. C'est son biotope. Et toi, tu seras sali. Mais hier, malheureusement, Trump a réussi à entraîner Joe Biden dans la boue, dans la fosse à purin. Et finalement, il est sorti complètement éclaboussé, mais pire que ça, complètement couvert de boue. Et c'est ça qui est malheureux. Mais est-ce qu'il pouvait faire autrement? Parce qu'il est en face de quelqu'un qui a décidé délibérément de ne respecter aucune règle de jeu. Regardez comment il coupe la parole même aux journalistes qui faisaient
La modération. La modération. Comment il refuse de répondre à des questions quand elles ne lui plaisent pas. Donc du coup, bon, à la limite, on devrait le laisser faire le débat tout seul. Ça serait beaucoup plus digne. Parce que ce qu'on a vu hier était indigne, honnêtement. Et puis au-delà de ça aussi, cette image qu'ont offert les États-Unis, c'est-à-dire, on voit par exemple, c'est quand même Donald Trump, c'est le président, quand on voit même la journaliste lui dire à un moment, will you shut up, man? Genre, Mais il a excédé tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, bon, on a du mal à croire que cet homme-là est le président des États-Unis. On a du mal. Enfin, j'ai toujours dit, je ne peux pas m'en cacher aujourd'hui. Vous me connaissez pour ça au moins. Je suis cohérent avec moi-même depuis le début. Je dis que c'est un cataclysme d'avoir vu un homme comme ça élu président des États-Unis. Mais ça se confirme tous les jours. Et il faudrait que l'immanence nous en délivre, à défaut que les élections le fassent. Parce que ce qui est le plus effarant, c'est qu'il n'est même pas sûr qu'il ne regagne pas encore ces élections-là. C'est hallucinant. Voilà. C'est proprement hallucinant. Cet homme qui est lunaire, attendez, il n'a pas payé ses impôts. Il s'est souvenu qu'il faut en payer depuis qu'il est au pouvoir. Mais il a payé $750. Mais attendez, et c'est lui qui parle des taxpayers américains. Mais même ça suffit pas à le rendre impopulaire. Et il a encore un électorat. Mais attendez, je sais pas. Même des gens décérébrés devraient comprendre que cet homme est dangereux, simplement. Mais je sais pas. Moi, je l'aime pas, mais c'est pas une raison pour que d'autres ne l'aiment pas non plus. Hein, ça, je dis pas. Mais quand même, reconnaissons qu'avec lui, on a touché le fond. Mais on peut dire quand même, au-delà de tout, c'est vrai qu'on regrette la tournure du débat, mais apparemment, Trump a gagné. Oui, mais parce que, écoutez, il est venu avec un tonneau de boue et à force de le jeter, il a éclaboussé tout le monde, donc il a gagné à ce jeu-là, oui, forcément. Il n'y a même pas eu de débat. On n'a même pas pu parler de quoi que ce soit, qui soit un sujet de fond concret, intéressant la vie des Américains. Donc oui, il a gagné parce que il a complètement fait foirer la chose. Il a fait foirer le débat, c'est ce qu'il voulait, parce qu'il est incapable de tenir un débat normal avec quelqu'un et de montrer qu'il réfléchit aux problèmes quotidiens des Américains. Il en est incapable. Il y a un deuxième débat le 15 octobre. Ça va prendre la même tournure. J'espère que non. J'espère que leurs conseillers respectifs vont leur dire. J'espère qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui va dire à M. Trump que un débat pour les présidentielles américaines, ça se passe pas comme ça. Bon, il a fait avec Mme Clinton les débats de 2016. Bon, là, il voulait devenir président. Il était en campagne. Maintenant, il est président et il est déjà même en train de dire si les élections ont lieu et que je n'ai pas gagné, je peux tout saccager aussi. Donc, alors, avec un homme comme ça, qu'est-ce que vous voulez? À quoi on peut s'attendre? À tout. Donc, le 15 octobre peut encore être un autre cataclysme. Mais bon, avec Trump. C'est ça, Trump aussi. Maître Sosa, merci beaucoup. Tout de suite, la pause et puis après le journal, regard croisé.